Bonjour Victor, Salut. nous avions souhaité nous retrouver une seconde fois après un premier échange qui était, je pense, assez fort, qui était autour de ta trajectoire de vie, en particulier de ton parcours d'enfant incestué et par écho, je dirais, la manière dont évidemment cette situation a été vécue par ton entourage, mais également dans le milieu ecclésial. Et nous avions souhaité faire une seconde entrevue, en particulier en écho à l'actualité récente, puisque à la Grande Librairie de mercredi dernier, il y avait l'occasion de retrouver sur le plateau de la Grande Librairie Camille Bruckner, qui, à la fin de son livre, souhaitait effectivement parler du parcours incestué de son propre frère, qui lui ne souhaitait pas prendre la parole, mais avait donné l'occasion à sa sœur, en accord avec sa sœur, que celle-ci prenne justement la parole et fasse un petit peu état de son propre ressenti, de celui de son frère et de la manière dont tout cela, si je puis dire, avait été géré par le milieu familial assez particulier, puisqu'il s'agissait effectivement d'un milieu extrêmement bourgeois. Et donc, je pense que cette situation-là fait aussi écho dans ton propre parcours d'enfant, d'adolescent et d'adulte que tu es devenu maintenant. Et donc, nous souhaitions en discuter à travers cette vidéo-ci. Oui, bien entendu, il y a des similitudes, mais je veux dire que je ne sais pas s'il y avait une volonté de silence et chez quel membre de cette famille Kouchner. En ce qui concerne mon propre dossier, évidemment, l'omerta était généralisée et j'imagine que c'était sur une instruction de mon géniteur, puisque lui, dans la situation précise où il était en lien de façon habituelle avec cette institution chrétienne à laquelle il était très, très lié, notamment aussi par des comités d'anciens et par les fournitures qu'il faisait lui-même, les fournitures de commerce qu'il faisait lui-même à cette institution. Donc, comme je l'ai déjà publié, il a réussi à faire bien pis que M. Kouchner, étant donné qu'il a accepté la version des clercs qui affirmait que moi-même, comme enfant de 8 ans, j'avais procédé à la séduction sexuelle du principal accusé, ce qui est encore plus fort de café. Et donc, ça ne m'a pas été révélé tout de suite. Donc, après le premier choc dont j'ai parlé euh, à l'âge de 12 ans, donc après mon dévoilement, et, et la maladie de 3 mois qui en a suivi, c'est un peu plus tard que le médecin qui avait assisté à l'entrevue avec le pédocriminel, avec lequel nous étions très liés avec ce médecin, et donc lui en particulier m'a dit à ce moment-là, voilà, quelle était la version exacte des faits en établissant le lien très clair entre la culpabilisation complémentaire, puisque je devenais à ce moment-là moi-même un criminel à leurs yeux à tous. Et donc, comme pour toutes les victimes, les découvertes qui sont liées à tout ce processus incestueux, et c'est toujours voilà, par palier qu'on découvre les réalités, étant donné qu'il y a une omerta et que nous devons nous-mêmes faire des recherches constantes pendant des dizaines d'années jusqu'à percer la réalité. Et toutes ces réalités ont une très très grande importance parce qu'elles prennent la mesure du lien avec les membres de notre famille.
Et donc, dans notre reconnaissance négative, puisque nous sommes tout de suite considérés comme des pestiférés, pour remonter tout ce dommage, l'évaluation des liens qui peuvent encore subsister entre les différentes personnes de la famille prennent une importance démesurée pour nous, parce qu'elle nous permet de situer euh, notre identification extérieure, on pourrait dire comme ça. Et notre identification personnelle, elle va seulement venir après, parce que nous, on est évidemment dans la confusion totale. Oui. Mais dans ton histoire personnelle, en fait, si je comprends bien, il y a absolument personne qui à un moment donné a pris ton parti. Non, Et effectivement donc, pas. quand à l'âge de 12 ans, justement, on fait ce dévoilement et qu'il n'y a absolument aucun écho pour être entendu et pris correctement en charge, euh, tu l'avais expliqué dans la vidéo précédente, au niveau de ton parcours scolaire, ça a été vraiment une calamité. Tu as raté tes études parce que tu étais évidemment fortement impacté par cette situation qui, j'imagine, te colonisait complètement et t'empêchait de faire, j'ai envie de dire, fonctionner ton cerveau de manière normale. Oui. Euh, mais et du coup, en fait, tu as vécu, tu as vécu comment à partir de ce dévoilement? Comment concrètement tes journées se déroulaient? Comment tes relations avec les autres se déroulaient? De quelle manière tu étais impacté et qu'est-ce que tu essayais de mettre en œuvre pour essayer de sortir à un moment donné de cette confusion? Ah ben, c'est très intuitif en réalité le développement de cette démarche, parce que comme il n'y a pas eu de mots qui ont été mis sur les différents reproches, on pourrait dire, ou analyse de la situation, les faits n'ont jamais été étiquetés, Mhm. mais dans la relation, excepté une intervention assez violente de ma mère qui un jour a qualifié par les termes de ces saloperies que j'avais faites avec mon professeur, qui a été, si tu veux, la première, évidemment, une surprise énorme, mais en même temps, elle traduisait de cette manière-là ce que les gens de la famille appréciaient la situation. Donc il faut bien se remettre dans le contexte d'une famille qui est tout à fait fanatique religieuse. Et donc, comme pour beaucoup de familles, les clercs sont des gens, par définition, purs, saints, Vertueux. carrément, Mhm. voilà, vertueux, dès qu'ils ont l'habit, la robe, ça devient des intouchables, ça devient mais pas dans le sens de l'Inde. Mhm. Euh, voilà, donc on les reçoit à la maison, un petit peu comme des petits papes, quoi. Ils viennent prêcher la bonne parole chez nous. Et voilà, donc moi je suis l'enfant qui a péché, ou je ne sais pas comment ils pourraient le définir eux-mêmes, puisque moi je suis tout à fait athée. Et comme tu me dis quel était le processus, mais dans la première fois, je me souviens avoir exprimé que immédiatement ma première analyse, elle s'est appliquée sur la religion. Et donc, en moins de temps qu'il en faut pour le dire, je me suis débarrassé heureusement de la religion à 14 ans. Donc 2 ans plus tard, j'étais déjà tout à fait athée. Ah oui, donc en En- réalité, en- extrêmement mature par rapport justement à enfin, tu as exercé ton esprit critique très tôt, malgré le fait justement d'avoir été élevé dans une famille extrêmement croyante. oui, oui, ça, tu as dit le mot, c'est effectivement cet esprit critique, je ne sais pas très bien d'où il me vient, peut-être même d'un enseignement humaniste par rapport aux matières que nous étudions, mais enfin à 12 ans c'est un peu précoce, Mhm. mais oui, effectivement c'est l'esprit critique qui m'a permis de sauver ma peau. Et dans ton parcours justement j'ai envie de dire de résilience, même si ce mot est toujours un petit peu délicat à prononcer, mais en tout cas dans ton parcours de reprise en main de ta propre vie pour justement te débarrasser de cette situation qui t'a impacté. Je crois que l'écriture était un moment extrêmement important et l'écriture ne t'a jamais véritablement quitté non plus. Tu as commencé en fait à écrire à partir de quel âge? Alors, je n'ai pas de souvenir précis, mais j'étais extrêmement fan de littérature. Donc,
jusqu'aux incidents, jusqu'aux crimes, parce que ça a duré quand même 4 ans et ce sont des crimes, il faut bien le dire et le cerner. J'ai toujours été parmi les 6 premiers de classe et comme tu l'as mentionné, à partir du dévoilement, l'écroulement a été mais total, c'est-à-dire puisque je ne passais plus aucune année. Et effectivement, un psy que j'ai rencontré bien des années après m'a expliqué que quand un enfant a une confusion au niveau psychique, euh, tout l'effort du cerveau, mais j'imagine presque tout le métabolisme, se met en route pour rectifier la situation, pour retrouver que ce soit l'identité, que ce soit la vérité, les liens affectueux qui ont été rompus ou qui n'ont jamais existé. Et donc je pense que mon cerveau effectivement était complètement occupé à cette tâche et que c'est ça qui obscurcissait tous les enseignements. Néanmoins, en littérature, puisque évidemment c'est une approche de l'humanité, elle allait probablement dans le même sens que mon travail mental. Et donc là, j'ai continué à avoir de bons points en classe. Donc je réussissais en latin, en grec, en anglais et en analyse grammaticale. Donc ça, là, je pouvais déployer mes talents et donc j'avais de très bons points. Et l'écriture, elle est venue de par elle-même, de par la passion que j'ai trouvée à dévorer les livres qui me tombaient sous la main. Et ça n'a jamais cessé. Et ton premier livre, tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agissait? Je pourrais simplement te dire des livres qui m'ont marqué particulièrement. Mhm. À cette époque-là, je me souviens que j'avais lu Le Grand Maune et que quand j'avais fait une réflexion en classe sur la valeur de ce livre, le jésuite qui nous donnait cours a immédiatement mis ce livre à l'index. Donc ça, c'était un gros choc parce que déjà là, tu conçois, tu comprends que il y a une censure et que derrière cette censure, il y a un motif. Tout n'est Voilà. pas bon à lire. Ah ben oui, c'est-à-dire il y a des secrets qui ne sont pas bons à percer. C'est Voilà. plutôt là-dessus que je mettrai l'accent. Ouais. Et donc ça veut dire aussi que tout n'est pas bon forcément à écrire. Et donc par rapport à ton écriture, toi tu as écrit quel type Alors d'écriture as-tu eu dans un premier temps? j'avais commencé à écrire une petite histoire sur des vieux cahiers, mais je sais que j'étais encore, comme on disait, haut comme 3 pommes. Néanmoins, c'est plutôt quoi je veux dire, vers les 16 ans, quand la poésie m'a interpellé. Et donc j'ai lu tous les grands poètes à ce moment-là avec passion et j'ai immédiatement désiré, pas les imiter, mais me mettre à la tâche. Et après coup, plusieurs dizaines d'années après, je me suis rendu compte que chaque poème que j'écrivais, c'était comme une analyse de la situation. J'écrivais principalement des sonnets qui sont 12, euh, donc 2 quatrains et 2 paragraphes de 3, je ne me rappelle plus le vocabulaire exact. Mhm. Et donc il y avait dans cette manière d'écrire une concision, une petite introduction, un petit développement et après une conclusion, mais sur un espace très bref. Et en me relisant les années suivantes, je me rendais compte qu'à chaque fois, c'était comme un palier d'une étape. Oui, c'est ça. Donc, j'avais réussi à résumer des difficultés que je pouvais donc vaincre grâce à la réflexion qui amenait le poème. Mais tu nommais déjà des choses avec, je dirais, suffisamment de précision. Tu étais suffisamment direct ou bien c'était plutôt évasif? Alors, pas du tout, parce que comme l'inconscient travaille avec les symboles, la poésie, en réalité, c'était ça sa force, c'est que les images symboliques que l'inconscient m'envoyait réglaient le problème de façon intuitive. Donc ce n'est pas moi, de façon intellectuelle, qui présentait un sujet
et c'était la formation littéraire en lien avec l'inconscient qui m'envoyait les images. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça que pendant tant d'années, j'ai écrit des poèmes avant de commencer à me lancer, mais j'avais déjà euh, dans 45 ou par là quand j'ai commencé à écrire des nouvelles et des romans. Hmm. Et donc, tu comprends bien en fait ce qui est en jeu lorsque les écrivains ici en l'espèce, qui ont vécu, ou dont la famille a vécu de graves traumas, cette nécessité justement de mettre en mots, ça c'est une chose, mais pas simplement pour soi, mais à un moment donné aussi d'être édité pour partager ces mots et quelque part faire éclater la chape de plomb qui a entouré la situation traumatique parfois sur plusieurs générations. Ici, pour revenir un peu à Camille, c'est vrai qu'elle n'a pas directement été victime, je dirais, des agissements du beau-père, mais elle en a été quand même la victime collatérale. Et on a bien vu dans l'émission qu'elle est extrêmement marquée et émue par cette situation. Donc, elle parle en son nom, au nom quelque part de la famille qui ne souhaite pas dire, et au nom évidemment de son frère qui lui a donné quand même l'autorisation de dire les mots justes à sa place. Donc, on sait que l'écriture, évidemment, c'est trash parce que, bon, voilà, c'est médiatisé en plus et ça a des impacts qu'on peine à imaginer, mais en même temps, c'est un moteur puissant pour, de manière individuelle, mais aussi de manière sociétale, remettre, je dirais, comme elle le disait, pas l'église au milieu du village pour le coup, mais remettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire, il y a la victime d'un côté, et elle est réellement la victime, et il y a le coupable de l'autre, et c'est vraiment lui le coupable. Donc c'est une remise en perspective qui permet aussi de faire éclater évidemment un sujet extrêmement tabou. Donc cette écriture-là, évidemment, toi, elle te rejoint. Oui, mais encore une fois, comme quand j'ai commencé les poèmes, c'était dans les premiers temps une écriture qu'on appelle automatique, c'est-à-dire j'ai mis en place les personnages et le décor, et j'ai été tout à fait stupéfait, donc après les 10 premières pages, de me rendre compte que c'était encore une fois l'inconscient qui m'indiquait ce que ma main devait écrire. Hmm, Les écrivains qui ont fait cette expérience, ils me rejoindront là-dessus. C'est hmm, une merveille, hmm, hein. Donc, moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore fait la lumière sur tous les événements. Surtout que quand j'ai commencé mon premier livre, je n'avais pas encore vu l'émission de Eva Thomas. hmm. D'accord. Donc voilà, je me souviens que ce livre, j'ai dû le corriger une vingtaine de fois, puisque c'était vraiment une première ébauche de ma carrière d'écrivain. Mais il m'a offert ce plaisir extraordinaire. Et je concevais que dans ces pages-là, je semais des indices qui pouvaient donc accrocher d'autres victimes par ces petits signaux qui fassent écho en eux-mêmes et qu'ils puissent eux ainsi se rendre compte qu'ils étaient victimes. Parce que très souvent, les victimes doivent attendre les 40 ou les 50 ans pour savoir qu'ils ont été victimes. Parce que jusque-là, ils étaient enfermés dans une culture dysfonctionnelle qui les aveuglait sur leur réalité. C'est très important à souligner. Hmm. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que enfin, ce dont tu parles maintenant, l'écriture, etc., c'était avant le travail thérapeutique que tu as entrepris par la suite. Oui, 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 absolument. J'avais conscience d'être, entre guillemets, malheureux, puisque j'ai, mon adolescence s'est développée dans la dépression. Pas dans la dépression nerveuse, mais dans une déprime habituelle, Hmm, du fait des maltraitances, des frustrations, du manque de reconnaissance, de l'aspect patriarcal au plus mauvais, c'est-à-dire la dictature. Tu hmm, vois, les coups, la dictature, comment, la frustration dans sa liberté d'exprimer ses émotions et la frustration dans la capacité normale de pouvoir réaliser des projets personnels.
Ouais. Mais non seulement tu n'étais pas entendu, mais en plus de ça, le fait d'avoir parlé quelque part ne faisait qu'accentuer ton désarroi, puisque si j'ai bien compris, tu étais aussi, enfin, ton père, euh, au lieu de t'entendre ou même simplement d'être indifférent, te faisait payer la parole que tu avais prise en te frappant et donc en continuant à montrer sa désapprobation finalement par rapport à la parole que tu avais prise, que tu avais osé prendre. Alors, sur ce que tu viens de dire, il y a deux objets que je vais retenir. Le premier, c'est qu'effectivement, lors de mes tout premiers poèmes, j'avais un ami qui était dans l'édition, donc je devais avoir entre 18 et 20 ans. Et j'étais tout fier, évidemment, de l'annoncer à la maison. Et le géniteur, dans un de ses états particuliers, m'a dit, il n'est pas question que tu mettes ton nom comme auteur parce que tu pourrais apporter le scandale ou une mauvaise réputation à mon patronyme, me disait-il. Hmm. Voilà, donc le titre de ce premier recueil de poèmes, c'était Pas de panique chez les pélicans du Dakota. Et donc je l'ai publié à ce moment-là sous mon nom de large, qui est le nom de ma mère, qui elle n'y a pas vu de problème. Hmm. Et quant à ce que représentait la violence physique paternelle, j'ai l'audace de penser qu'il y avait réellement un rejet de l'enfant en ce qui me concerne. Je ne vais pas parler des autres membres de la fratrie, parce que je pense que les coups qui étaient portés, bien entendu, je les ai attribués où j'ai eu l'impression qu'ils étaient venus à partir du moment où j'avais été objet de viol sexuel, évidemment d'agression sexuelle. Mais en réalité, je me suis souvenu, depuis la dernière fois que nous avons parlé, que déjà petit, à l'âge de 4 ans, il y avait eu des violences et que ma mère était intervenue. J'ai eu un flash, Hmm. c'est un petit peu comme en hypnose, on a des flashs, on se rappelle de choses. Et ma mère était entrée dans la pièce à ce moment-là, alors que à l'âge de 4 ans, je recevais une gifle en pleine figure et elle lui avait crié dans la figure non. Tu vois, donc je me suis souvenu de ça. Et voilà, donc ça veut dire que déjà très tôt, il y avait une colère paternelle à mon encontre. Tu vois. C'est ça. Et après, j'ai eu une conversation avec ma mère ces derniers temps de vie, dans ces derniers mois de vie. Et elle a eu cette phrase terrible. Elle m'a dit que les deux premiers enfants, c'était elle, ses enfants. Tu vois. Donc, Hmm. plus clair tu meurs, je veux dire comme aveu, il y a eu donc un schisme familial avant notre naissance aux deux derniers. Et là, il y a une vérité qui est arrivée spontanément. Comme on dit, les personnes, au moment de l'agonie, révèlent des choses qu'elles n'ont pas Hmm. osé dire plus tôt. C'est ça. Mais sinon, tu, tu la connais un petit peu avec un million de précision, l'histoire personnelle de tes parents qui ont forcément aussi été enfants à un moment donné. Tu as pu un peu contextualiser la situation familiale en remontant à leur propre enfance et en sachant éventuellement quels sont les traumas qu'ils auraient dû traverser également. En fait, personne ne sort indemne de l'enfance. Je ne vais pas m'ouvrir ici sur la réalité de leur parcours personnel. Déjà, c'est leur problème, c'est pas le mien. Hmm. Je sais bien que beaucoup de gens pourront discuter ma position en disant qu'il faut savoir pardonner, mais encore une fois, c'est eux les parents et c'est moi l'enfant. Donc, moi l'enfant que j'étais et les autres membres de la fratrie, nous devions quand même être entourés d'amour et d'encouragement. C'est quand même, on peut quand même s'attendre à ça en Hmm. pensant que mettre un enfant au monde, c'est en principe un acte d'amour. Hmm.
maintenant, nous savons bien l'histoire de l'humanité, nous savons bien que beaucoup d'enfants n'ont pas été enfantés par amour. Voilà, donc là, Oui, ça, c'était. c'est à moi comme victime d'assumer qu'il y a beaucoup de gens qui naissent accidentellement ou contre la volonté des parents. Voilà, donc Oui, ça, bien sûr. c'est ma manière à moi de réagir, c'est ma résilience, comme tu dis. Oui, oui. Non, mais c'est moi ici, c'est ma question, c'était plutôt évidemment de pour comprendre sa propre histoire. On a souvent aussi besoin de comprendre un petit peu d'où viennent les parents, de remonter, j'ai envie de dire, à ses propres origines, à la genèse, qu'est-ce qui fait à un moment donné que des parents sont déficients, ne soient pas capables d'entendre leur enfant qui leur révèle des choses extrêmement graves. Enfin, on peut évidemment poser des questions par rapport à cela et essayer d'avoir des réponses. Beaucoup d'écrivains évidemment décrivent aussi leur enfance, mais forcément aussi décrivent un petit peu leurs parents et leurs grands-parents pour essayer un petit peu de remonter à l'historique de l'histoire, quoi. Oui, 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 j'ai fait ça, bien entendu. J'ai fait des recherches Mm, très, très serrées mm, et j'en ai profité pour faire l'arbre généalogique de toutes les branches de ma famille, qu'elles soient paternelles ou maternelles, pour investiguer jusqu'au bout, voir si dans les générations précédentes, il y avait des secrets. mhm, Parce qu'effectivement, il y mhm. a des secrets dans toutes les familles. Ouais, C'est le cadavre dans le placard. ouais. Hein, et donc voilà, ça, j'ai démystifié toutes ces, voilà, tout ce passif. Mais je ne veux pas m'en ouvrir ici publiquement, je veux dire. D'accord, bien sûr. En fait, ce qui m'étonne, j'aimerais bien revenir sur ce point-là parce que moi, il me semblait que à partir du moment où on avait vécu justement de graves traumas, tout est évidemment inscrit dans l'inconscient, mais il y a des résistances qui se mettent justement dans un mode de survie pour éviter évidemment que ce trauma ne soit trop violent au quotidien. Donc il y a des mécanismes de survie qui se mettent en place. Or, toi, quand tu parles de tes poèmes, tu dis effectivement que c'était l'inconscient qui parlait déjà. Donc en fait, il n'y avait pas de barrage quelque part. Enfin, je veux dire, parfois on a besoin justement d'extrêmement d'écriture, de thérapie, etc. pour apprendre à se connaître, à remonter à la cause de ses souffrances, et parce que justement l'inconscient fait barrage. Et toi, on a l'impression qu'il n'y avait pas véritablement de verrou qui a été mis malgré le trauma subi. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas nécessairement. Ce que je veux, sur quoi je dois revenir maintenant, c'est que au premier abord, tu prends une gifle incroyable dans le cas d'abus sexuels, puisque je t'ai expliqué la fois dernière que personne ne m'a dit que c'était des abus sexuels. Mhm. On m'a tout de suite mis comme coupable et on m'a défini officiellement comme coupable. Donc, moi, je n'avais pas connaissance que j'avais subi une agression. C'est très important, ce clivage-là. Mhm. Parce que si un enfant est coupable, ben, tout se retourne sur lui-même de sa propre volonté. Tandis que s'il savait que c'était une agression, ben, déjà au moins il y aurait ce poids en moins. Mais le fait que toute ta famille et l'entourage, puisque je suis resté le même, euh, dans la même institution jusqu'à ce qu'ils me mettent à la porte, mais ils ne m'ont pas mis à la porte tout de suite, parce qu'il y avait d'autres victimes de ce bourreau principalement. Donc, nous avons été chassés de l'institution, mais par étapes. Parce qu'ils ont eu soin que les familles ne puissent pas se regrouper en Mhm. disant oui, mais attention, nos 3, 4, 5 enfants, et puis il y en avait davantage, bien entendu, mais ceux qu'on pouvait identifier, nous aurions pu nous réunir, nous regrouper et les attaquer. Donc, ils ont chassé, expulsé les enfants victimes à des années différentes. Tu vois, ça c'est une des Ouais. recherches et j'ai parlé avec certains d'entre eux, bien entendu. Ah ouais, ouais. Et voilà, donc sur cette période où j'ai été maintenu dans cette institution, ben, évidemment, c'était la même chose. Il y avait cet opprobre qui m'assassinait tous les jours. Et voilà, donc moi je subissais ça, et donc à ce moment-là, je t'ai expliqué dans le premier épisode que j'ai fait une chute euh,
au niveau psychique, au niveau social, au niveau donc intellectuel, mais elle a eu plusieurs années pour pouvoir s'étendre, cette chute. Personne ne m'a tendu la main pour me rattraper. Hmm. Donc c'est ça qu'effectivement, à partir d'un certain moment, j'ai attrapé dans la ville où j'habite une réputation qui était un nouveau dommage, un nouveau préjudice, tu vois. Donc certaines familles ne me recevaient plus, ou bien dans la rue on regardait ailleurs, tu vois, des choses comme ça. Oui, c'est un isolement. Enfin, c'est en fait une seconde mise à mort, quoi. Je veux dire, c'est un isolement intrafamilial, familial, mais aussi social que beaucoup de personnes traumatisées vivent. Et c'est évidemment aussi un élément essentiel qui fait que les personnes n'osent pas prendre la parole, justement, en sachant que ça va avoir un coût absolument abominable. Oui, bien sûr, les personnes qui peuvent se poser des questions alentour euh, n'osent pas intervenir et ils te regardent avec un petit air qui peut être soupçonneux ou qui peut être n'importe quoi. Tu ne le sais pas puisqu'ils ne se manifestent pas, ils n'expriment pas leurs émotions. Et sans émotion, il n'y a pas de vie. Hein. Non. Et Il n'y a on pas a de l'impression communication. aussi quand même maintenant que les témoignages évidemment se succèdent et heureusement, même si c'est parfois un peu malheureux de le dire, mais c'est vrai que c'est souvent les célébrités qui finalement font avancer aussi les choses en faisant état de leur propre souffrance, donc du coup c'est médiatisé. On a l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience de la société civile et quand on revoit un petit peu l'histoire de Camille Bruckner, on a quand même l'impression que comme toujours il y a forcément un clivage qui se fait, mais elle est quand même davantage soutenue au jour d'aujourd'hui, peut-être grâce aussi au mouvement MeToo, que ça ne l'était par le passé. Je ne sais pas Bah, si c'est ton sentiment. il est évident que les premiers qui parlent sont de véritables héros, héroïnes. Mm. Ça, le MeToo, évidemment, a été une clé extraordinaire. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont travaillé dans l'obscurité pendant des années pour, pour conjuguer toutes les forces ensemble, qu'on puisse arriver à ça. Ouais. Voilà. Ce qui est En aussi France, souvent difficile évidemment à entendre pour les personnes justement qui, elles, ne sont pas célèbres et qui évidemment sont, sont au fond du trou et ne sont pas forcément prises en charge, soutenues et restent isolées parce qu'elles n'ont pas évidemment les mêmes moyens de faire bouger les choses. évidemment, là, tu as une intervention de Jacques Delivré qui a mentionné ce fait dans les derniers jours ou dernières heures par rapport aux victimes d'Outreau. Là, on a vraiment voulu remettre le couvercle sur la casserole. Hein, c'est ce qui s'est passé aussi pour les victimes de Dutroux. On a systématiquement, je me souviens en particulier de la personne qui a écrit le livre Silence, on tue des enfants, Mm. et on l'a fait passer pour folle à la télévision dans une interview. J'ai ça tout à fait gravé visuellement encore. C'est quelque chose d'abject. Abject. Donc malgré qu'on savait que Dutroux était le principal responsable et qu'il y avait d'autres co-responsables criminels, on a voulu faire passer cette femme pour folle, alors qu'elle avait un vécu très, très clair qu'elle a bien mis sur le papier, où toutes les responsabilités étaient cernées. Oui, donc ça prend un temps considérable au niveau de la prise de conscience, mais même quand on en a conscience, il faut encore évidemment oser briser l'omerta, et ça c'est vrai que c'est dans toutes les institutions, j'ai envie de dire à tous les étages, hein. Oui, quand ça se passe ailleurs, déjà même, on n'en parle pas trop. Hein. On dit aux petits-enfants, n'acceptez pas des bonbons de quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue. Mais même tout, toute la, tout le concept de l'agression sexuelle, de la pédocriminalité et de l'inceste, tout est soigneusement mis dans un petit coffre fermé à clé. C'est quelque Mhm. chose d'hallucinant. Mais là, pour rejoindre ton combat, moi je suis persuadé que tout ça, c'est dû à la religion qui a structuré une culture
de toute notre société depuis plusieurs siècles. Et donc là, les verrous ont été mis en temps là où il fallait. mm, Et c'est ce qui fait que l'omerta s'est répandue comme ça. Et c'est grâce maintenant au réseau et au siècle de l'information que nous avons que ça va tomber. oui, Mais moi, je n'oublie jamais tous les milliards d'enfants traités comme des idiots de village, qui étaient complètement abattus, qui étaient réduits à l'errance, comme je l'ai été, ainsi que beaucoup d'autres personnes, parce qu'il y en a qui ont pu, comme dit Cyrulnik, résilier, ou mm, oui, c'est ça, la oui, résilience, et d'autres pas, et on ne sait pas toujours très bien pourquoi. J'ai eu, quand j'ai été correspondant de l'association néerlandophone, groupe de travail des droits de l'homme dans l'Église, des droits humains dans l'Église, j'ai eu des victimes qui sont venues chez moi pour remplir des documents, pour accéder à des dédommagements. Et il y a des gars que j'ai connus donc dans l'institution religieuse où j'ai grandi, qui me disaient, mais moi ça ne m'a pas fait grand-chose. Mais en réalité, c'est parce que principalement, ils n'ont pas encore pris conscience de tout ce que ça leur a fait. mm, Mais néanmoins, ça leur a permis au moins de faire une carrière, d'avoir fait des études supérieures, tu vois. Alors que dans mon cas, vu la violence de la situation, immédiatement, j'ai échoué, pas volontairement, bien entendu, tu vois. mm, Moi, je me souviens qu'à un certain moment, on m'a placé dans un institut appelé Polymatique à Bruxelles, où on essayait de me faire récupérer les années perdues. Et j'étais là, et j'étais effrayé de voir que les autres suivaient le cours et que moi, je ne comprenais rien. mm. Donc voilà, on peut constater aujourd'hui que c'était pas tout à fait par bêtise. Non, c'est ça. Ben, on voit qu'il y a un décalage effectivement entre soi et les autres qui, évidemment, entre guillemets, fonctionnent normalement, n'ont pas vécu les mêmes choses. Il y a un élément sur lequel j'aimerais bien en fait te questionner. Euh, on voit évidemment sur le plan individuel que la société finalement a baigné dans une culture du viol et que la pédocriminalité finalement, s'il était déjà punissable, en réalité dans les faits, elle était permise. Et que comme tu le disais très bien, finalement, c'est l'enfant qui est responsable d'une situation, c'est lui qui suscite l'envie chez l'adulte et finalement l'adulte ne fait que succomber au désir de l'enfant. Et on voyait très bien en fait, et c'est vrai aussi dans le livre de Vanessa Springora, Le consentement justement, on voyait très bien aussi dans le livre de Camille Kouchner qu'il fallait remettre les choses de nouveau à leur place et de dire qu'un adulte n'a pas à toucher un enfant, point. Et que donc il n'est pas question ici de parler du consentement de l'enfant, mais uniquement en fait de l'abuseur qui abuse de l'enfant en ne mettant pas les limites que lui, l'adulte, devrait poser. Et donc, on parle maintenant beaucoup évidemment du consentement libre et éclairé en disant qu'un enfant n'a pas un consentement libre et éclairé. Euh, le parallèle que je fais, en fait, c'est par rapport évidemment aussi à l'Église. C'est déjà vrai, en fait, cette question du consentement est déjà vraie au niveau individuel, mais je me dis, sur le plan, cette fois-ci, euh, beaucoup plus global, sur le plan de l'Église universelle, dite universelle, j'ai l'impression que c'est le même genre de choses en fait, qui se joue. Il y a une sorte de conditionnement, il y a une question d'emprise. On baigne dans un milieu, comme dans une culture de viol, on baigne dans un milieu religieux, et du coup, euh, les fidèles, les croyants, quelle que soit leur religion, ne se rendent même plus compte qu'en réalité, ils sont depuis la naissance, parfois déjà sous emprise. C'est le même mécanisme en fait qui joue dans les deux cas et je trouve intéressant de questionner justement cette situation et de faire ce parallélisme entre euh, un climat incestueux dans une famille et finalement un climat d'emprise beaucoup plus général sur le plan de la religion. Bon, il est évident que quand j'ai mentionné que je suis né dans une famille fanatique religieuse, l'emprise religieuse, elle est là. Ça, je, on peut le mettre au crédit des parents éventuellement. Bref, pour moi, ça reste quand même leur responsabilité d'ouvrir les yeux.
Mais voilà, il est évident que l'Église, elle s'est installée et elle a grandi sous l'égide de l'Empire romain, hein, grâce à Constantin. Et il ne faut pas oublier que, que comment on va dire, la, toute cette toile d'araignée qui s'est tissée à partir de là, elle s'est tissée notamment sur le fondement, pardon, sur le fondement, c'est ma voix qui m'empêche de parler. Mhm. Elle s'est tissée sur le fondement du droit romain qui lui donnait au père de famille le droit de vie et de mort sur sa famille au sens large. Voilà. Ouais. Oui, mais Donc, oui, en, en France, après, on a eu le droit napoléonien qui a repris les fondements du droit romain. Et je oui. me souviens que quand j'ai eu 14 ans, mon père me l'a rappelé très clairement. Oui, mais c'est vrai que c'est extrêmement insidieux qu'après 21 siècles de christianisme, il y en a encore qui effectivement croient dur comme fer dans le magistère, dans les dogmes, dans la manière dont on est censé agir, penser, etc. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui moi, m'interpelle très fort. C'est que finalement, tout le vocabulaire en fait qui est utilisé par l'Église est un vocabulaire qui est déjà extrêmement culpabilisant. Enfin, tout est mis en place, je veux dire, pour faire de chaque être humain un être qui n'est pas apte à vivre par lui-même. C'est un message extrêmement culpabilisant quand on parle de la Sainte Mère, l'Église. Ben, mère, c'est censé être protecteur, aimant, etc. Mais ici, évidemment, la Sainte Mère, elle fait peur. Et si effectivement on la respecte pas, on est envoyé en enfer. Donc il y a quelque chose d'absolument abominable. Et le Père du ciel, c'est aussi un Père à la à la Père lumière de certains vengeur. pères sur terre, c'est aussi un père vengeur. C'est voilà, je t'aime si tu es sage, si t'es pas sage, tu reçois une trique, quoi. Donc Exactement. voilà, la question aussi pour moi qui est fondatrice, euh, c'est aussi évidemment le mensonge qui nous a été inculqué et qui en fait perdure encore aujourd'hui, même si les sciences ont aidé à détricoter pas mal la réalité. Ici, je pense toujours en particulier à ce qu'on appelle dans l'Église, ce qui est extrêmement prégnant quand même dans pas mal de vies, le péché originel. C'est-à-dire qu'en fait, tu nais pécheur, quoi, c'est dingue. Tu nais pécheur et donc pour effacer la faute que tu as quand même conservé jusqu'à ta mort, il y a le baptême qui est censé te remettre, je dirais, dans la communauté chrétienne. Et sans le baptême, à un moment donné, on sait très bien que si on n'était pas baptisé, c'était l'enfer. Donc et on baptisait même les enfants qui allaient mourir, on les baptisait dans le ventre même de leur mère, quoi. Euh, donc il y a quelque chose d'extrêmement prégnant qui reste au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, évidemment, on sait très bien que le péché originel, une fumisterie, puisqu'il n'y a jamais eu d'Adam et Ève comme premier couple qui serait à l'origine de l'humanité. Mais il n'en reste quand même pas moins que ce concept subsiste et que finalement l'Église en a absolument besoin pour continuer à culpabiliser les gens et à les empêcher de vivre leur vie par eux-mêmes. Donc c'est véritablement une emprise et un trauma qui est peut-être d'autant plus insidieux que quelque part, il n'est pas visible et quelque part, personne n'est obligé à aller à la messe le dimanche. Enfin, la culpabilité, elle est là. Si tu n'y vas pas, c'est quand même aussi un péché, quoi. Oui, mais ça, toutes les religions sont créées par un système régnant autoritaire qui va culpabiliser et soumettre les citoyens. C'est le sabre et le goupillon, comme chantait Jean Ferrat. Ça, Oui. y a rien de nouveau. Voilà, moi je l'ai compris à 14 ans, mais c'est clair que pour beaucoup de gens, même à 70 ans, ils sont encore dans, comment je vais dire, les élèves de la doctrine, et ils n'en sortent pas, et c'est aliénant, c'est une aliénation totale. Mhm. On est d'accord. Il y a un autre point que je voudrais aborder avec toi, c'est le fait que souvent, il faut être mis au pied du mur pour prendre conscience de l'injustice finalement dans laquelle nous vivons et en particulier dans laquelle vit depuis les origines finalement la femme. Et je pense que
combat féministe est né justement aussi de cette prise de conscience de la prégnance du patriarcat dans toutes les sociétés pratiquement au monde, et que finalement tu es devenu mais un allié. Et là, c'est pas toujours évident non plus de se situer par rapport justement au combat féministe, parce que en tant qu'homme, ça peut être durement vécu par les femmes aussi, qui peuvent avoir peur évidemment de voir des hommes entre guillemets débarquer dans leur combat. Mais je sais que chez toi, c'est pas du tout pour faire apparence, mais que c'est réellement une prise de conscience euh, que le patriarcat, effectivement, c'est dans toutes les couches de la société, à tous les niveaux, dans la religion et hors de la religion. Mais je vais te dire, en prenant la contradiction, en réalité, quand tu m'as demandé tout à l'heure quels étaient les livres qui m'avaient marqué, il y avait notamment de François Mauriac, Thérèse d'Esquerroux, que j'ai lu quand je devais avoir 16 ou 17 ans. Et pourquoi la contradiction? Parce qu'en réalité, à partir de là, à partir de la constatation du statut fait aux femmes, je me suis rendu compte, si tu veux, de, de comment le système global est constitué. Parce que le statut fait aux femmes, ben, c'est comment pourrait-on dire ça, une expansion du système patriarcal, et je n'avais pas réalisé vraiment jusqu'où ça pouvait, quelles limites ça pouvait franchir et atteindre. Je le constate tous les jours, et aujourd'hui où nous parlons, je suis encore beaucoup plus sidéré qu'il y a même une semaine, même si depuis des années, je suis tout ça avec un intérêt extrêmement vif. Mais comme tu l'as très bien signalé, le féminisme, c'est le travail, c'est le combat des femmes. Donc moi, j'aime plutôt à dire que je milite pour l'égalité des droits humains, et il y en a beaucoup à satisfaire. Hmm. Mais encore une fois, la barbarie sauvage du patriarcat depuis l'Antiquité, elle ne fait que se perpétuer. Ouais. Mais c'est vrai que là aussi, la prise de conscience de nouveau est extrêmement lente, alors que la réalité, évidemment, euh, elle est par définition extrêmement prégnante, elle est continuelle, elle est séculaire, et pour mettre en cause justement cette sécularité, ça prend un temps fou. J'ai l'impression évidemment aussi que forcément ceux qui sont au pouvoir n'ont pas envie de le perdre, et que finalement c'est toujours une question de bras de fer. Et les hommes ici en l'espèce ne lâchent leur pouvoir souvent que si effectivement ils y sont contraints. Ça, c'est un aspect. Et l'autre que je voulais souligner, c'est le fait finalement que pour se mettre à la place de l'autre, finalement, il faut souvent en avoir fait l'expérience soi-même. C'est-à-dire que si on n'a pas fait soi-même l'expérience d'une injustice, on peut difficilement en fait comprendre l'injustice que la personne qui est pourtant ton semblable est en train effectivement de subir. Euh, c'est pour ça que c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que finalement les hommes les plus féministes sont peut-être ceux qui ont subi justement aussi une profonde injustice dans leur chair, et qui donc à un moment donné ont été extrêmement isolés, et de ce fait-là peuvent comprendre de certaine façon l'isolement que les femmes peuvent vivre au quotidien, ne fût-ce que sortir en rue, la manière de s'habiller, le fait après 20 heures, s'il fait noir, on ne sort plus, c'est trop dangereux. Enfin, toutes ces situations dont nous, en tant qu'hommes, qu'on n'a pas à subir, mais dont on peut prendre conscience de par nos propres épreuves finalement. Oui, mais néanmoins, les hommes sont tout autant victimes du patriarcat. Bien entendu, ils ne sont pas harcelés Hmm. sexuellement dans les rues, ou ils n'ont pas ce qu'on a fabriqué, une morale à part pour les femmes et une morale à part pour les hommes. Alors les hommes pensent que eux, ils sont les maîtres de l'univers. Mais en réalité, s'ils ouvraient les yeux sur leur réalité, ils comprendraient que ils sont utilisés comme des petits soldats qu'on envoie éventuellement se faire
coupés en quatre dans les guerres ou qu'on traite comme des esclaves. À partir du moment où il y a un pouvoir, il va rejoindre naturellement les forces établies du patriarcat parce que les canaux sont déjà tracés. Mm. Mais il y a une grande ignorance chez beaucoup d'hommes de ce à quoi on les mène au niveau réalisation personnelle. Je ne crois pas qu'ils soient beaucoup plus gâtés. Je veux dire, les femmes qui m'entendront penseront que je, je nie euh, l'assassinat qui leur est fait. Mais je pense que pour une grande quantité d'hommes, il n'y a pas beaucoup de choix. Alors bien entendu, ils sont très souvent en violence sur les femmes, puisque c'est entre guillemets la norme patriarcale, mais beaucoup d'hommes ont des vies, comment pourrait-on dire, à pleurer, Mm. parce qu'il y a tout un processus pour régenter le monde dans tous les pays, voilà, qui fait qu'on est tous sous le même joug. Oui, c'est Et ça. Il y a un c'est pour ça qu'on conditionnement. parle du patriarcat. Il y a un C'est pour ça conditionnement, qu'on une parle du répartition des rôles patriarcat. qui se fait dès la naissance, quoi. D'où une entremise en Il question, faut vraiment. effectivement, de la situation. Mais bon, là aussi, les prises de conscience sont en train de se faire, j'ai l'impression, en tout cas en Occident. J'ai l'impression on est, on constate une accélération, en fait, hein. Les prises de conscience, elles se font chez toutes les femmes de tous les pays, parce que voilà, grâce aux réseaux sociaux, on voit bien que ce soit au Mexique, en Chine ou n'importe où, les femmes voient bien que quelque chose d'autre naît, Mm. mais, mais l'étouffement et l'assassinat est partout. Mm. Et toi, en fait, Victor, dans ton propre parcours, pour revenir à ton histoire, parce que bon, voilà, on parlait de résilience, mais on sait que tout le monde, effectivement, ne parvient pas à s'en sortir. Certains traînent ça toute leur vie ou mettent fin à leur jour. Euh, qu'est-ce qui, chez toi, finalement, a été le, la source profonde de la résilience pour faire en sorte que finalement ce passé ne te plombe plus au quotidien, ne soit plus aussi prégnant et ne soit pas finalement comme un fil que tu aurais constamment à la patte du matin au soir, du soir au matin. En réalité, j'ai été dans l'errance toute ma vie, jusqu'à l'âge de 62 ans, où j'ai reçu un traitement prolongé en hypnose et une formation dans cette spécialité qui m'a permis d'approfondir vraiment toutes les connaissances que j'ai pu acquérir sur le travail de l'inconscient. Mais disons que le premier ressort, c'était évidemment, c'est le ressort vital, c'est le fait d'avoir été père de deux enfants et maintenant grand-père de cinq petits-enfants. Mais donc, comme je te disais, pour moi, l'âge de 14 ans a été clé parce qu'à l'âge de 14 ans, je sais que c'est à cet âge-là que j'ai commencé à penser à mes enfants que j'aurai beaucoup plus tard. Mais l'espérance, elle s'est concrétisée là. J'ai pensé un jour j'aurai des enfants. Et donc, je me suis évidemment beaucoup préoccupé de l'enfance à partir de ce moment-là. Et donc, ça a été mon tuteur de résilience, c'était ça. Là aussi, c'est toujours intéressant de voir que les parcours, parce que pour certains, évidemment, au contraire, des enfants, c'est absolument inenvisageable, compte tenu de ce qu'ils ont vécu. Ils ne s'imaginent pas pouvoir être père ou mère, avec la peur justement de reproduire les maltraitances, l'abandon qu'on a subi. Et toi, en fait, ça ne t'a pas, j'ai envie de dire, freiné, ça ne t'a pas posé ça t'a pas posé question. Tu n'as pas réfléchi à cette, enfin,
tu n'as pas craint de reproduire finalement ce que tu avais vécu. Ah, en aucun moment, dans aucun moment de mon existence, ça, j'ai été effectivement sidéré d'entendre des confidences ou des témoignages là-dessus. Et je sais qu'il y a certaines femmes qui n'osaient pas ou plus toucher leur enfant de la peur Mais ça, je pense que c'est du fait que, dans une certaine mesure, il y a des personnes qui ont l'agresseur en elles, quoi. Tu Hmm. comprends? La force de l'emprise de l'agresseur est telle que il y a des victimes qui ont été forcées de commettre des agressions sexuelles sur des petits-enfants dans des séances collectives de crimes, mais on appelle ça des rites sataniques ou on les appelle comme on veut. Donc voilà, je sais que ces bourreaux épouvantables vont jusqu'à faire perpétrer des actes d'agression sexuelle forcés et éventuellement de tuer d'autres enfants, de façon à condamner définitivement la victime qu'ils manipulent à sa soumission, à l'incapacité de témoigner, à l'incapacité de se sortir de toutes ces affres. Hmm. Alors, Mais ça, c'est pas des choses que j'ai lues, hein, ce sont des témoignages directs, hein. ah oui, oui. Oui, mais là aussi, de nouveau, ce sont des horreurs dont on peine évidemment d'abord à voir leur existence et à voir effectivement leur ampleur et les dégâts que ça peut occasionner. De nouveau, quand on n'a pas la possibilité d'être en contact avec ce type de témoignage, c'est compliqué Envisager. à envisager, à imaginer, hein, ouais, tout à fait. Euh, on pourrait Mais, peut-être oui, en rester là si tu es d'accord, mais avant de terminer, j'aurais souhaité en fait, par rapport à ton propre parcours de vie, et je sais aussi que tu as l'occasion de donner des séances d'hypnose à pas mal de personnes, donc tu es parfaitement au courant de ce qu'une enfance traumatisée peut effectivement générer comme souffrance, parfois toute une vie durant. Et donc j'avais envie de te poser la question par rapport à ta propre expérience, Victor, pour celles et ceux qui nous entendent, qui sont justement dans des situations extrêmement compliquées, qui ont l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, et pour qui chaque jour justement est une lourde épreuve, qu'est-ce que tu leur dirais pour leur donner justement un peu d'espoir et éventuellement faire une démarche ou une autre qui leur permettrait, le cas échéant, de voir la vie à venir avec un autre regard positif. eh bien, moi-même, j'ai testé de nombreuses thérapies, puisque ça fait 20, oui, à peu près 25 ans que j'ai commencé des thérapies, et pendant ces 25 ans, je n'ai jamais cessé d'être en thérapie. Mais effectivement, quand on a parlé tout à l'heure de l'inconscient, Mhm. il est évident que l'inconscient, c'est un radar et en même temps c'est un feedback que nous disposons dans nos neurones. Et donc, en réalité, la clé de la liberté, elle est là, elle est à donner la parole à l'inconscient. L'inconscient, il s'adresse à nous quand nous sommes endormis par des rêves voilà, qui s'expriment toujours de façon symbolique. Ils le sont aussi par rapport à des rêves éveillés. Par exemple, quand un enfant est en classe et qu'il s'ennuie, eh bien, son esprit commence à vagabonder, il sort de la classe et il se retrouve, par exemple, en excursion de week-end ou quelque chose comme ça, et il revit de façon expérimentale, pour dire ce mot, une aventure qui est comment dissociée de son corps.
D'accord? Donc ça, c'est un phénomène hypnotique. Mhm. À ce moment-là, il peut avoir, comme dans les rêves, des, il peut avoir des images ou des associations d'événements qui fassent lumière sur des émotions qui ont été enterrées en lui. Donc le gros problème chez les victimes, c'est que déjà, on ne leur a pas permis de parler ni de s'extérioriser émotionnellement. Donc tout, tout ce stock émotionnel et de sentiments, ils restent coincés dans le corps. Ils vont se loger dans des cellules. Et ils créent ce qu'on appelle des douleurs fantômes. Je résume très brièvement. Mhm. Mhm. Donc, principalement, par exemple, les douleurs articulaires ou les allergies. Des enfants qui ont des allergies sont des enfants qui vont mal. C'est pas simplement un accident, comment on va dire, par rapport à des plantes qui pousseraient alentour. Hein. Donc les allergies et les phobies, elles peuvent se cristalliser sur beaucoup d'objets différents. Mhm. Voilà. Donc la possibilité que les gens ont d'aller en hypnose, ça va donner un signal à l'inconscient qui va accélérer le travail de réparation. C'est-à-dire que j'aime bien préciser que l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'il leur faut généralement un guide. Mais si la personne fait le vide en soi et laisse venir les images qu'elle pense que la pensée vont lui en... Donc oui, tout à fait. Oui. Donc en réalité, ce qu'on appelle l'hypnose, c'est le signal qu'on donne à l'inconscient qu'il va être écouté. Mhm. Et donc toutes les occasions sont bonnes pour faire parler l'inconscient. Voilà. D'accord. Donc Mais en l'hypnose, sachant aussi que c'est l'idée, fondamentalement... voilà, en sachant aussi que l'idée, ce n'est pas du tout de faire revivre à la personne ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de revenir au trauma en le revivant de manière réactualisée, hein. Voilà, absolument. Ça, c'est Donc important. l'hypnose, ce n'est pas revivre les traumatismes, Mhm. c'est se donner la liberté. Et c'est pour ça qu'il est important que ces personnes puissent avoir un guide à côté d'elles pour les détourner au cas où il y aurait une reviviscence qui vient de Mhm. s'installer. Mhm. Par contre, d'autres systèmes hypnotiques, parce qu'ici nous parlons d'hypnose ericksonienne, c'est très important de le souligner, d'autres systèmes qui font appel à des effets hypnotiques, tu as des thérapeutes qui vont faire revivre la reviviscence, et ça, c'est de nouveau amener le traumatisme, et ça peut bloquer la victime. Voilà. Donc ça, c'est un point effectivement sur lequel je voulais t'entendre parce que c'est vrai que c'est important pour ceux qui nous entendent de se dire que l'idée n'est pas du tout d'être plus mal après qu'avant. Donc, sinon, ça pourrait évidemment dissuader toute personne à, à tenter, je dirais, l'aventure de l'hypnose. Oui, oui, c'est un mot qui fait peur, mais c'est pour ça que j'insiste bien Oui, en tout à disant fait. que c'est une auto-hypnose et que c'est un système qui a été mis au point par Milton Erickson, mais l'hypnose en elle-même, elle était déjà connue dans l'Antiquité et elle a été pratiquée pendant des siècles par beaucoup de gens. Mhm. Hein. Donc voilà, mais maintenant on est tous d'accord pour dire que la technique ericksonienne est celle qui permet aux victimes de se libérer en quelques mois. En réalité, ça dépend un peu Mhm. de la gravité des traumatismes. Mhm. Dans la guérison par l'hypnose, il y a des guérisons immédiates qui peuvent être sur une ou deux sessions. Et puis, il y a d'autres qui se révèlent après quelques semaines, quelques mois et encore quelques années parce qu'on a quand même un passif de préjudice très profond. Et donc, il faut quand même du temps pour que ces réparations se mettent en place. Et donc,
mais ces réparations ne s'arrêtent plus jamais. Donc, chaque personne qui a vécu un traitement en hypnose va continuer à aller chaque fois mieux. Et c'est de là mon optimisme et mon espérance. Oui, c'est ça. Et ça, c'est aussi évidemment le point essentiel pour les personnes justement qui parfois ont traîné leur traumatisme pendant des dizaines d'années, c'est de se dire qu'elles vont pas être obligées encore de subir un traitement qui va aussi encore durer des dizaines d'années et que finalement le mieux-être se fait sentir au fur et à mesure, quoi. Donc là, on en a un bénéfice plein et entier, je dirais, de manière quasi immédiate et chaque séance en fait peut apporter justement une amélioration, j'allais dire presque en live, quoi. Contrairement à des thérapies psychanalytiques qui peuvent durer des dizaines d'années. Oui, le mieux-être est très rapide. Maintenant, par rapport à l'état de la victime quand il va commencer ses premières séances d'hypnose, il faut toujours certainement 3 ou 4 sessions avant que la personne prenne conscience et habite l'hypnose pour devenir elle-même actrice de son Hum, propre hum, changement et hum. de sa guérison. D'accord. Voilà. Mais écoute, je ne sais pas si tu as encore un élément que tu voulais nous partager. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas allonger excessivement les sessions pour les gens qui nous écoutent. Très bien. Ben, je te remercie alors, Victor, pour cette seconde session Avec plaisir. avec toi. OK. Très enrichissant. Merci Merci à bien. toi. Au revoir. Bon week-end, au revoir.